Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Voici les titres. Difa, au sud-est du Niger, à nouveau frappé par le terrorisme hier soir, après que 3 kamikazes se sont fait exploser. Bilan provisoire, 9 morts. Au Cameroun, les prochaines élections respecteront-elles le code électoral? L'opposition et la société civile veulent s'en assurer. Focus sur Singapour. L'île-État sera au centre des attentions le temps du sommet Trump-Kim, prévu et reconfirmé pour le 12 juin. Bienvenue à toutes et à tous. Le sud-est du Niger à nouveau frappé par le terrorisme. Hier soir à Difa, 2 jeunes femmes et un homme se sont fait exploser en différents endroits de la ville, faisant un bilan de 9 morts. Bilan provisoire. Les lieux des attentats sont bouclés par les forces de sécurité qui ratissent la ville afin de la sécuriser, selon une source sécuritaire qui s'est confiée à l'AFP. Proche du Nigeria, la région de Difa est régulièrement attaquée par Boko Haram. Fin avril, Niamey avait annoncé une opération militaire régionale d'envergure dans le bassin du lac Tchad pour débarrasser la zone de ce qui restait des éléments de Boko Haram. Comment les Nigériens vivent-ils cette nouvelle attaque? Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, leur a posé la question dans les rues de Niamey. Si je regarde un peu ce qui se passe avec tout ce que l'État du Niger ou le pouvoir de Niamey est en train de dire sur ce qu'elle est en train d'investir dans la question de gestion de sécurité ici au Niger, c'est comme si ça tombe à zéro. D'aucuns disent qu'ils auraient voulu s'en prendre au marché parce que c'est le jour de marché, mardi à Difa. Donc lundi c'était la veille et qu'ils étaient plus que 3 à être rentrés dans la ville. Il semble qu'il y avait même une battue pour les rechercher un peu partout. Il y a quelques jours, je pense que j'ai vu sur les ondes de la télévision nationale, il y a eu une grande prière pour un peu, à Difa même, pour conjurer un peu Boko Haram, etc. Donc peut-être c'est aussi en représailles à ce que ces marabouts à ces prières des marabouts, etc., contre le mal, donc contre Boko Haram. Au Sénégal, le procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de ses co-accusés a été renvoyé au 9 juillet à la demande des avocats de la défense qui avaient même opté pour novembre prochain afin de mieux se préparer. Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison pour une affaire de fausse facturation portant sur plusieurs millions de francs CFA. Abdourahmane Dia a rencontré à Dakar maître Amadou Ali Khan, l'un des avocats de Khalifa Sall. Alors la Cour, dans sa souveraineté, a décidé du report de l'audience jusqu'au 9 juillet prochain. Nous, les avocats de la défense, nous avons fait valoir devant la Cour que nous n'avions pas reçu de citation à comparaître, que nous avions été informés du procès par voie de presse et que cela n'était pas normal. Et la Cour nous a répondu le fait que, pour elle, les avocats qui ont défendu en première instance ne sont pas nécessairement ceux qui vont défendre en appel. Donc, ne sachant pas qui vont être les avocats, elle ne pouvait donc pas envoyer des citations. Que chaque avocat vienne devant elle et proclamer sa constitution en faveur des prévenus. Nous avons estimé que nos clients étant recherchés à responsabilité pénale, ayant déjà été condamnés à 5 ans d'emprisonnement, donc ce qui est une lourde peine pour des hommes politiques qui aspirent à diriger leur pays. Le véritable but de ces poursuites, c'est de rendre M. Khalifa Sall inéligible, de l'écarter de la prochaine présidentielle. Cap sur la grande île Madagascar qui s'est dotée d'un nouveau Premier ministre. Christian Tse, auparavant représentant local de l'Organisation internationale du travail, succède ainsi à Olivier Mafal
qui a démissionné hier de ses fonctions pour se conformer à une décision ordonnant la formation d'un gouvernement de consensus. Une décision qui ne fait pas l'unanimité à Antananarivo, la capitale. Irénée Hermanungbo revient sur les défis qui attendent le nouveau chef du gouvernement malgache. Christian Ntse est aujourd'hui le chou gras des différents journaux malgaches. Tous en parlent et les habitants de la grande île étaient nombreux dans les kiosques ce jour pour mieux découvrir ce fonctionnaire international qui désormais a la responsabilité de nommer les membres d'un gouvernement d'union nationale. Même si sa désignation suscite une lueur d'espoir auprès de certains, les sceptiques sont encore dans les rues et réclament mieux-être. Vous savez, c'est le manque d'emploi. Un homme qui ne travaille pas n'est vraiment rien. C'est pourquoi je viens ici pour me battre pour une meilleure vie et je veux juste que le pays soit meilleur. Je ne suis pas ici pour la politique. L'opposition n'a pas officiellement répondu à la nomination du Premier ministre, bien que certains analystes disent qu'ils s'attendent à ce qu'elle la conteste, ce qui pourrait prolonger la crise et déclencher d'autres manifestations. Les critiques ont fustigé la décision qui appelle à la dissolution du gouvernement. Ils estiment qu'elle est loin de mettre un terme à la crise politique. Le problème est que la décision fait référence à d'autres mesures de la Haute Cour constitutionnelle remontant à 2014. Car il était clair, après les élections législatives, combien de représentants à la Chambre basse du Parlement appartenaient à différents partis. Et 4 ans après, certains parlementaires ont changé leur affiliation politique. Christian Ntse devra former une équipe d'union nationale dans un contexte où le parti présidentiel et le MAPA revendiquent tous les deux la majorité à la Chambre basse. Mais avant, il doit se faire accepter par l'opposition. Au Cameroun, opposition et société civile mettent la pression sur Elections Cameroun, le comité chargé d'organiser les élections municipales, législatives et présidentielles de cette année. C'est un reportage à Yaoundé d'Emmanuel Juntap. Au siège social du Social Democratic Front à Yaoundé, la position de ce parti reste ferme. Élection Cameroun doit annoncer officiellement la suppression des bureaux de vote dans les casernes militaires lors des prochains scrutins. Nous ne connaissons pas le nombre déjà des militaires qui votent. Et de deux, il est vraiment très inquiétant pour des gens de se présenter dans des casernes militaires. Seuls les lieux publics comme cette école où vote habituellement le chef de l'État devraient abriter les bureaux de vote. Mais depuis 1992, cet aspect du code électoral est consciemment violé par le régime en place. Le principe aurait voulu que ces Camerounais puissent eux aussi voter. Mais la loi n'a pas dit qu'ils doivent absolument voter dans leur caserne. Les griefs sur la structure en charge d'organiser les prochaines élections au Cameroun inquiètent aussi les alliés politiques d'un candidat à l'élection présidentielle. Il y a aussi beaucoup de cas dans lesquels les citoyens s'inscrivent mais ne peuvent pas retirer, comme le veut la loi, le récépissé qui atteste de ce qu'un individu donné s'est inscrit. La nouvelle direction générale de Élections Cameroun n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de VOA Afrique sur les réserves portées à son encontre. Passé le 7 juin, une coalition de formations politiques de l'opposition annonce à Yaoundé des actions plus vigoureuses pour obtenir les garanties d'élections transparentes. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé. Voilà pour le tour de l'actualité sur le continent. Ici, aux États-Unis, l'ancien chef de campagne du président Donald Trump, Paul Manafort, a été accusé de subornation de témoins. Selon le procureur spécial Robert Mueller, qui mène l'enquête sur l'ingérence russe présumée dans l'élection américaine, M. Manafort a contacté des témoins pour tenter de les convaincre de faire des faux témoignages, ce qui pourrait lui valoir l'emprisonnement en attendant le début du procès. Amérique toujours, avec la Corée, le sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura bien lieu à Singapour mardi prochain, 12 juin, à partir de 9h du matin, heure locale. L'annonce de la Maison-Blanche intervient après de nombreuses interrogations sur la tenue de cette rencontre historique. Dili Diko.
La première rencontre a été fixée le 12 juin à 9h du matin, soit le 11 juin à 21h à Washington. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a précisé que l'administration Trump se prépare activement pour ce sommet et que des progrès significatifs ont été enregistrés dans les discussions avec Pyongyang. À 8 jours de ce tête-à-tête sans précédent entre un président américain en exercice et l'homme fort du régime nord-coréen, nombreuses sont les personnes à s'interroger sur le choix de Singapour. L'un des paramètres pris en compte par les deux parties est d'ordre géographique car les avions cargo de la Corée du Nord ont une durée de vol limitée. Ils peuvent rejoindre Singapour mais ne peuvent, par exemple, pas se rendre en Australie. Singapour est donc accessible, il ne joue pas de rôle prédominant dans la péninsule coréenne. C'est un endroit très sécurisé, propice à ce type de rencontre. Singapour a reçu plusieurs sommets diplomatiques de haut niveau, sans aucun souci. En attendant la tenue du sommet, aux États-Unis, les démocrates appellent la Maison-Blanche à travailler avec le Congrès durant tout le processus diplomatique, signalant que si l'administration venait à signer un accord insatisfaisant, les élus seraient prêts à agir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé cet après-midi à l'Élysée. Au menu des discussions, notamment le nucléaire iranien, alors que Téhéran s'apprête à augmenter sa capacité à enrichir de l'uranium. Demain, M. Netanyahou se rendra à Londres, dernière étape de sa tournée sur le vieux continent. Le Canada reste concentré pour l'instant sur une renégociation trilatérale de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, après l'appel des États-Unis à la conclusion d'un traité commercial direct entre Washington et Ottawa. C'est ce qu'a déclaré ce matin un haut responsable canadien. Ce haut fonctionnaire est en grande partie revenu, mais sans les démentir, sur des propos précédemment tenus par une source gouvernementale canadienne, indiquant que le Canada n'excluait pas de signer un accord commercial bilatéral séparé avec les États-Unis face à l'enlisement de la renégociation de l'ALENA. Il est hors de question pour l'instant de conclure un accord bilatéral entre le Canada et les États-Unis, a insisté ce haut responsable. La principale milice kurde de Syrie a annoncé aujourd'hui son retrait de Minbej, une ville stratégique du nord du pays, qui fait l'objet d'un accord entre la Turquie frontalière et les États-Unis pour éviter une possible confrontation directe. Ankara qualifie cette force kurde de terroriste, mais Washington la considère comme un allié primordial dans la lutte contre le groupe djihadiste État islamique, toujours actif en Syrie, même s'il ne tient plus que quelques poches dans l'est du pays. C'est la fin de cette première partie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nous sommes en direct de Washington. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Voici les titres de la seconde partie de votre journal. En ce 6 juin, Journée internationale de l'environnement, nous reviendrons sur les enjeux et défis écologiques majeurs auxquels le continent doit faire face.
C'est désormais officiel, le Bénin interdit le commerce du kpayo, l'essence frelatée. Mondial 2018, enfin une victoire pour les équipes africaines en stage de préparation. Le 9e match aura été le bon pour le Maroc. Le mardi, c'est économie dans le monde aujourd'hui. Bonsoir Eric Maniarakiza. Bonsoir Anastasie. Alors Eric, je le disais en titre, le Bénin interdit le commerce du kpayo, l'essence frelatée. Tout à fait Anna, ce produit est communément appelé payo. Le commerce des carburants notamment, essence super, essence tourisme, pétrole, gazoil, mélange de temps ainsi que celui des lubrifiants aux abords des rues dans les agglomérations et tout endroit autre que dans les dépôts et installations de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers où des distributeurs agréés sont rigoureusement prohibés. Les contrevenants risquent la confiscation des produits et des moyens de transport, l'amende égale ou double de la valeur des produits saisis ou non inférieure à 100 000 francs CFA et l'emprisonnement ferme entre 3 mois et 3 ans. Eric, on parle beaucoup des flux migratoires de l'Afrique vers le reste du monde, beaucoup moins des flux intra-africains et encore moins de leur impact économique. Eh bien, Anna, la plupart pensent que les migrants africains ne cherchent qu'à rallier l'Eldorado européen, souvent au péril de leur vie. En revanche, les chiffres révèlent la prédominance des flux migratoires intra-africains. En 2017, par exemple, sur 36 millions d'Africains qui ont quitté leur pays, près de 53%, c'est-à-dire 19 millions, se sont déplacés en Afrique. Il faut aussi ajouter 5,5 millions de personnes venues d'ailleurs. L'espoir de trouver un travail mieux rémunéré est le principal motif du départ, notamment l'apport de ces migrants dans la croissance économique dans les pays d'accueil, Anastasie, est très considérable. Très bien, alors quels sont ces pays africains qui... Parce que nos études, donc nos analyses montrent clairement que plus de migration intra-africaine génère plus de commerce intra-africain. Et pour cela, justement, la signature de l'accord qui vise à établir la zone de libre-échange continentale en mars dernier représente un élément fondamental puisqu'il a été aussi accompagné par la signature d'adoption du protocole de la libre circulation des personnes par 30 pays, ce qui n'est pas négligeable. Pourquoi ? Parce que les biens et services, l'optimisation du commerce des biens et services se fait à travers justement une flexibilité et une libre circulation des personnes sur le continent et ailleurs. Ce n'est pas un phénomène typique à l'Afrique, bien au contraire. Alors voilà, pardonnez mon empressement, je voulais absolument savoir quels sont ces pays africains qui attirent les autres Africains. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement indique, Anastasie, que l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Kenya sont les 3 principales destinations africaines. Ceci dit, les couloirs migratoires sont essentiellement l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Merci Eric Maniarakiza. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle page économie. Tout à fait. Nous serons au rendez-vous. La pollution, nous passons de l'économie à l'écologie maintenant. La pollution au plastique est cette année le thème principal de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée ce 6 juin. En Afrique, 4 400 000 tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année, selon des chiffres de 2010 utilisés par l'ONU. Rendons-nous au Cameroun, où pendant plusieurs mois, la capitale économique Douala a ressemblé à une énorme décharge publique. La société en charge de la collecte des déchets, à court d'argent, effectue le service minimum au grand mécontentement de la population. Arzouma Compaoré. Bépanda, Deido, Akwa, Cité Sikam, tous des quartiers de Douala qui ces derniers mois ont pris des allures de décharge publique. Une situation qui ne laisse pas les riverains indifférents. Ce tas d'ordures-là, vraiment, ça nous met mal à l'aise. On ne peut plus exercer nos activités en paix. Quand un client s'approche là pour regarder la marchandise, il ne peut pas passer, il est étouffé par l'odeur de la saleté. Ce n'est pas vraiment bon. L'insalubrité et les odeurs nauséabondes suscitent des tensions entre les habitants et les agences de ramassage d'ordures. Ça, c'est l'axe principal. Les gens passent ici tous les jours. Les agences sont là tout près. Ils voient, mais je ne sais pas pourquoi ils ne réagissent pas. C'est vraiment terrible. On aspire ces odeurs-là et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça crée comme problème de santé.
Au siège de l'agence ISACAM, l'une des agences en charge de la collecte des ordures, on accuse le coût élevé de maintenance ainsi qu'un retard dans les paiements. Pour vous donner quelques chiffres, en 2017, nos coûts de maintenance se sont élevés à plus de 2,5 milliards de francs CFA, à un moment où les retards de paiement s'accumulaient. Donc vous avez les camions qui, sur le site de décharge, se cassent et vous n'avez pas, en termes d'approvisionnement de trésorerie, un flux suffisant pour pouvoir les maintenir en état. L'accumulation des ordures causée par l'irrégularité ou l'absence de collecte des déchets devient de plus en plus inquiétante dans la capitale commerciale du Cameroun. En attendant que la situation soit résolue, les habitants de Douala continuent de subir, impuissants, l'entassement des ordures dans leur ville. Et pour approfondir sur le sujet, accueillons le professeur Adam Stidjani, professeur d'université et fondateur de Environnement Afrique. Bonsoir monsieur et merci d'être avec nous. Alors nous pourrions passer vraiment tout ce journal à parler d'un seul sujet sur un seul pays en parlant d'environnement. Mais voilà, nous ne disposons que de 3 minutes. Donc je vais vous poser 3 questions. Pouvez-vous tout d'abord nous citer 3 défis écologiques propres au continent ? Je pense que votre reportage est assez édifiant. Les 3 défis écologiques auxquels font face le continent, c'est principalement la gestion des ordures ménagères. Et dans ces ordures ménagères, je citerai le plastique, qui aujourd'hui constitue l'agression visuelle la plus agressive. Et nous avons également les eaux usées. C'est un problème d'assainissement. Et pourtant, à y regarder de près, tous ces types de déchets peuvent être revalorisés pour donner justement des produits qui seraient très utiles à la population. Les eaux usées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous citez des problématiques véritablement urbaines. Absolument. Bon, en général, dans les villages, c'est surtout les résidus agricoles qui posent de sérieux problèmes de déchets. Et les populations ont tendance à les brûler, malheureusement, alors qu'ils ont un potentiel pour les valoriser, parce que ça peut servir pour régénérer un peu les sols. Ils ont tendance à les brûler, ce qui participe au réchauffement climatique, malheureusement. Est-ce que vous avez sérié un ou des pays sur le continent qui seraient exemplaires ou qui pourraient être sur la bonne voie en termes de préservation de l'environnement ? Pas spécialement. Bon, je sais que moi, je travaille avec le Maroc par rapport au tri des déchets dans les ménages. J'entends dire que le Rwanda est un bon élève en termes de déchets plastiques, mais je ne suis jamais allé. Et donc, alors, à quoi attribuez-vous ce que vous décrivez comme une espèce de vide politique en termes d'écologie sur le continent ? Je pense que c'est dû principalement au manque d'éducation. À la base, et nous nous battons pour cela, pour justement qu'on introduise des modules écologiques dans le système scolaire, parce que je pense que quand vous avez des populations qui n'est pas éduquées, qui n'est pas conscientisées ou sensibilisées par rapport aux questions écologiques, on arrive à ce résultat. Et je pense que le problème va empirer, parce que malgré nos efforts, comme je dis toujours, à qui nous allons léguer la planète demain. Si nous léguons la planète à nos enfants qui n'ont aucune culture environnementale, ça ne servira absolument à rien. Je pense que là où... Si je vous entends bien, donc des modules écologiques pour les enfants, mais aussi à glisser peut-être dans les attachés cases des responsables politiques. Alors, un projet qui aurait pu rassembler le continent, celui de la Grande Muraille Verte, projet écologique ambitieux, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Enfin, c'est un projet qu'il faut saluer parce que, bon, je pense que ça voulait donc justement mettre en place une barrière, je dirais, forestière pour lutter contre l'avancée du désert. Ça, je pense, c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect également, ça permettait donc de régénérer les sols et surtout de régénérer les écosystèmes. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a une perte importante de la biodiversité. D'après le dernier rapport, on a pratiquement 40% de la biodiversité. Et quand on sait que la biodiversité est la source principale, justement, où les populations vont se servir
aussi bien pour la nourriture que pour leur commerce. On comprend l'importance de ce projet. Malheureusement, je pense que l'approche participative n'a pas été bien menée dans le cadre de ce projet. On aurait dû plus impliquer les populations, à mon avis. Alors justement, les populations, professeur Tidjani, et c'est la dernière question que j'aurais à vous poser, comment peut-on faire individuellement, quand on est africain, pour préserver l'environnement? Je pense qu'il y a des gestes, tout ça. Il faut que nous-mêmes, nous soyons conscients. C'est ce que je dis toujours quand je fais mes conférences. Combien d'entre nous, quand on se brosse les dents, on ne laisse pas couler le robinet? Quand on sort des pièces, on laisse toujours les pièces allumées. Donc il y a des petits gestes écologiques qui n'ont l'air de rien, mais qui, additionnés sur des millions, voire des milliards de personnes, peuvent avoir un impact important. Le fait d'éteindre la lumière, si tout le monde le faisait, en termes de réchauffement climatique, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'eau, le fait de fermer le robinet quand on se brosse les dents, on va sauver donc la ressource naturelle qui est l'eau, et tout le monde sait que l'eau, d'ici quelques années, sera source de conflits entre les pays. Donc je pense que de notre côté, et même dans le conduite des petits gestes du quotidien. Et je plaide coupable, et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Merci beaucoup, professeur Tidjani. Je rappelle que vous êtes professeur d'université et fondateur de Environnement Afrique. Place au sport à présent avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yakou. Et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Un ouf de soulagement pour les équipes africaines en stage de préparation au Mondial 2018. Enfin, une victoire pour le Maroc et le 9e match aura été bon pour ces équipes africaines-là. En renversant la Slovaquie 2-1 hier, le Maroc a été le premier des 5 qualifiés africains à décrocher la victoire dans ces matchs de préparation au Mondial 2018. Pour l'instant, le bilan des représentants du continent se présente comme suit à mi-parcours. Une victoire 7-0 et une défaite, celle du Nigeria face à l'Angleterre 2-1. 6 matchs amicaux sont encore au programme avant le coup d'envoi du mondial. Nigeria, République tchèque, Belgique, Égypte, Croatie, Sénégal, Espagne, Tunisie, Estonie, Maroc. Et enfin, le Sénégal va clore cette série de matchs amicaux le 11 juin. Face à la Corée du Sud. Du football toujours, mais cette fois-ci nous parlons côté disciplinaire. Gianluigi Buffon a écopé d'une sanction de 3 matchs pour son exclusion en cas de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. L'ancien gardien de la Juve avait reçu un carton rouge direct et avait donc été exclu pour protestation alors que son équipe menait 3-0 dans le temps additionnel. Cette décision de l'UEFA intervient à un moment où Buffon, qui a quitté la Juve, a indiqué hier qu'il se donnait encore une semaine pour décider de rejoindre ou non le Paris Saint-Germain. Enfin, du sport business, le boxeur américain Floyd Mayweather est le sportif le mieux payé de la planète en 2018 avec des gains de 285 millions de dollars selon le classement publié par le magazine économique Forbes. Mayweather, 41 ans, a terminé en tête de ce classement pour la 4e fois en 7 ans grâce à un seul combat, son duel controversé en août 2017 à Las Vegas contre la star des arts martiaux mixtes, Conor McGregor. Ce dernier, qui a reçu 99 millions de dollars, est le 4e sportif le mieux payé entre juin 2017 et juin 2018. Mayweather, il faut le rappeler, a gagné en une seule soirée puisque les stars du football Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, 2e et 3e. Et donc porter des gants contre des millions d'euros. 285 millions de dollars, ça laisse quand même songeur. Merci Yacouba Ouedraogo. Vous revenez demain soir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre journal demain, même heure, même lieu. Belle soirée avec VOA Afrique.